Bonsoir et bienvenue dans votre magazine 52 minutes pour comprendre. Ce soir, nous allons vous parler de l'Agence nationale de gestion des déchets, l'ANAGED. Dans notre quotidien, la gestion des déchets de toutes sortes est un véritable défi. Dans les villes de Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Abidjan, le ramassage et le traitement des ordures ménagères et industrielles étaient jusqu'alors jugés peu efficaces. Les difficultés de la prise en charge des ordures ont convaincu l'État de Côte d'Ivoire de mettre en place un organisme public, l'ANAGED, ex-ANASUR, pour lutter contre l'insalubrité dans nos villes. Cette institution, après avoir été l'objet d'un ensemble de réformes et d'un changement de dénomination, vient de mettre en œuvre un nouveau modèle de gestion des déchets dans la ville d'Abidjan à travers une concession à 2 entreprises. Pour autant, aujourd'hui, nos quartiers et nos villes sont-ils beaucoup plus propres? Comment est organisée la pré-collecte, la collecte et la valorisation des ordures? Quels sont les différents acteurs qui interviennent dans le traitement des déchets? Comment l'ANAGED assure-t-elle sa mission de régulation de la gestion de tout type de déchets solides? Comment fait-elle respecter le cahier des charges des structures concessionnaires? Après la fermeture de la décharge d'Arquedo, où et dans quelles conditions sont traitées les ordures dans le district d'Abidjan? Comment l'ANAGED fait face aux enjeux et aux défis de la salubrité dans nos villes et régions? Je vous invite ce soir à découvrir cette institution qui est en première ligne pour notre qualité de vie, un document préparé par les équipes de Soprod. En 2018, près de 2 millions de tonnes de déchets ont été produites sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le district d'Abidjan, à lui seul, produit 1,2 million de tonnes, soit plus de la moitié des déchets du pays. Face à cette production, l'État a mis en place depuis 2017 l'Agence nationale de gestion des déchets, l'ANAGED. Pour l'aider dans sa mission, cette institution s'appuie sur 2 structures privées. Maniou et Daouda sont agents contrôleurs. Chaque matin, ils se rendent sur le terrain pour vérifier le travail des opérateurs. Première escale, le quartier d'Andokwa. Monsieur, oui. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous essayez de faire à travers ça? Vous enlevez pas? Vu la taille, vu l'insalubrité d'ici là, on constate directement que ces caniveaux-là fait un bon moment où ça n'a pas été curé. Donc ce caniveau a besoin de curage. Voilà, les populations eux-mêmes essaient de faire à leurs propres moyens, pendant que c'est l'opérateur qui devait s'en occuper. Dans ce quartier, l'acteur privé n'a pas fait son travail. Les 2 agents prennent des photos et en profitent pour sensibiliser la population. C'est vous-même qui faites que les caniveaux se retrouvent comme ça. Quand on vous dit de ne pas jeter les sachets partout, c'est ce qui crée ce genre de situation. Ça quitte loin. Oui, les ordures sont faites pour les poubelles. Oui. Quand il pleut là, ne sortez pas les poubelles pour jeter ça un peu partout. Voilà un exemple. Et quand c'est comme ça, là, dès qu'il pleut, tout ça se retrouve coincé là et l'eau ne passe plus. Donc évitez ça. Les poubelles sont faites pour les coffres. Ici là, c'est un kiosque. Ça là, ça ne peut prévenir que de ces kiosques là. On va leur parler. Coco. Oui, bonjour monsieur. C'est vous qui êtes le propriétaire d'ici? C'est mon grand frère, mais je suis son représentant. Votre grand frère. Ok. Comment ça se fait que vous jetez les ordures là? Nous, comme les véhicules de ramassage passent le matin là, nous, c'est ici qu'on les garde. Mais c'est un véhicule qui arrive vraiment. Vous voyez, c'est mal conditionné. Mettez toujours dans les sachets bien protégés. Bien protégés. Chaque matin, quand les véhicules vont passer, ils vont prendre. Mais quand vous déposez comme ça peut se retrouver dans le caniveau. Et quand ça se retrouve dans le caniveau, voilà la situation que ça crée. Le problème même qui engendre cela, c'est qu'il y a, comme on appelle ça, il y a la montée du caniveau même qui oui. Les gens déversent. Il n'y a pas de souci, Mais pour l'instant, c'est chez vous qu'il y a le problème. Donc, conditionnez bien vos ordures. Les autres, on va gérer ça au fur et à mesure.
Là, on a posé juste un problème tout à l'heure. Oui, oui. Quel est ce problème? Ce problème, ce sont, comment on appelle, la population située en amont. En amont, voilà. Dès qu'il pleut, ceux qui sont en haut, ils déversent leurs ordures dans les caniveaux. C'est ce qui crée ça. Dès l'instant où vous avez un problème d'insalubrité, veuillez contacter l'assainissement. Voilà. Vous contactez les numéros qui sont là. Toute la journée, ces agents vont vérifier différents sites de Yopougon ainsi que les lieux de dépôt des bennes à ordures. Ils appellent cela les sites à coffres. Dodo, comment tu vas? C'est pas bon, hein? Derrière nous, on parle la connerie comme ça. Qui a fait ça? Ils ne savent même pas c'est quel groupe. Le problème là, c'est là. Le problème, c'est plus là. C'est là et là. De la plateforme. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au DOP concernant l'arrière du site. L'arrière du site n'est pas bon du tout. Derrière toutes ces feuilles de patates et autres, là, c'est un dépôt. C'est un gros dépôt. Ce sont des ordures qui sont enterrées là. Et lorsque l'opérateur est en train de traiter le site, on lui a demandé de le faire, il ne l'a pas fait. Il a occupé même d'une première pénalité. Je pense que déjà, ce qu'on va faire, on va actualiser encore. On va actualiser encore et il va continuer à perdre de l'argent, si bien qu'il va le faire. Cet opérateur a 48 heures pour régler la situation. Passé ce délai, il risque une amende de 350 000 francs CFA par jour et par coffre. La Naged est un établissement public rattaché au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Ses principales missions sont la mise en œuvre des programmes de gestion ainsi que la régulation de la gestion de tout type de déchets solides. La délégation du service public de propreté dans les régions et communes de Côte d'Ivoire. La conduite des opérations de planification et de création des infrastructures de gestion de tout type de déchets solides. L'assistance technique aux collectivités territoriales et au secteur privé. Et enfin, la mobilisation des ressources financières nécessaires pour la gestion de tout type de déchets solides. La Naged a de multiples défis et fait face à de nombreuses difficultés. Voilà un précollecteur qui vient d'arriver, un précollecteur privé. Et il finit de ramasser les ordures au niveau de la population, moyennant quelque chose, et il vient remplir les coffres ici. Mais ça, c'est pas prévu? Non, l'État dans sa dynamique a décidé que tous ces précollecteurs privés là puissent intégrer un grand groupe qui sera pris en compte, afin que aucune personne ne puisse payer un centime pour pouvoir évacuer ces ordures. En un mot, ce qu'il est en train de faire, c'est hors la loi. C'est hors la loi et bientôt ils seront traqués, puisque le groupement existe déjà, mais ils ne sont pas encore véritablement actifs. En fait, jusqu'en 2017, le ramassage était réalisé par différents collecteurs, dont des jeunes sans emploi. Aujourd'hui, ces jeunes n'ont plus le droit d'exercer cette activité. C'est illégal, mais ils continuent et déposent leurs déchets dans des sites gérés par les opérateurs privés en contrat avec l'État. Tu travailles avec qui? Moi, je travaille en solo. Voilà. Donc il est privé, il travaille en solo. Donc bientôt, voilà, dans un futur très proche même, tu vas devoir ne plus faire ça. Voilà, parce que l'État a décidé que ça ne doit plus exister. Si tu dois travailler dans ces secteurs-là, il faudrait qu'il travaille pour l'État. Voilà, l'État, et c'est à travers le groupement GI2E. Voilà, GI2E. Donc qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir intégrer? Il se rend tout simplement à la mairie. À la mairie, il demande à voir le comité local de salubrité. Voilà, en fonction de ça. Bon, monsieur, excusez-moi, je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais moi, je suis un peu collecteur, mais j'ai arrêté l'école en classe de 4e. Vous voyez, non? Maintenant, moi, j'ai tous mes papiers complets. Ils sont venus nous dire que, en cas de client, non, pour aller donner. Non, mais tout ça, c'est le truc d'enfant. Tout ça là, ce que je suis en train de te dire là, c'est la procédure. C'est la procédure que je te dis là. Il faut te rendre à la mairie, tu demandes le comité local de salubrité, tu t'inscris là-bas. C'est eux les chefs. Il n'y a pas de cause. Voilà. Parce que bientôt là, quand ils vont te confisquer ta charrette, plus toi-même on va te mettre en prison, ça ne sera pas bon. Donc à bon entendeur, salut. Ça va combien de temps que vous faites ce travail? 14. 14 ans. 14 ans que vous faites ce travail? Oui, j'ai commencé avec Bourrette. Puis après, c'est évolué pour autre. Mais est-ce que ça vous apporte quelque chose de l'argent? Oui, ça m'apporte quelque chose. Je vivais en famille avant. C'est grâce à ça que j'ai pris ma maison.
je loue maison à Minkao. C'est grâce à ça qu'ils mangent. Tu as tous les papiers pour faire ce travail? Il y a tous mes papiers pour faire ce travail, mais quand je monte mes papiers, on nous dit encore attendre, jusqu'à actuellement rien. Donc voilà pourquoi, bon, comme on attend, en attendant, on cherche de quoi, ce qui peut nous donner à manger. Ça, on cherche. Mais est-ce que les grands opérateurs qui ont pris le marché, est-ce qu'ils vous ont vu? Est-ce que vous les avez croisés? On les a trop vus même. On les a trop causés. On leur a dit qu'on veut vraiment intégrer le groupe, mais ils nous font attendre. On leur a dit attendez, que c'est quoi? Pendant ce temps, bon, exemple comme ça, toi tu bon, nous on fait payer même. Comment vous avez payé 2000 chacun, ils vont nous partager les motos, les quoi. Bon, on a tout payé, mais rien. D'accord. Ouais, non. Donc on est resté dans nos coins. Après, on sont venus nous dire encore que non, nouvelle société Eco est venue encore donner notre nom. On a donné notre nom. Là, c'est chef à cas, non? Dodo? Il a donné notre nom pour qu'on puisse attendre, donner notre papier. Ceux qui ont les. Même si tu as attestation, tu peux donner, tu serais là dans l'équipe. On a tout donné, mais rien. Et ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait combien de temps? Ça vaut plus de. On peut dire presque un an même. Presque un an. Pour intégrer les sociétés privées de ramassage d'ordures, il n'y a rien à payer. Ces jeunes se seraient donc fait escroquer par des individus se faisant passer pour des représentants d'entreprises de collecte. Alors, ils poursuivent leur activité de collecteurs et ne respectent pas les nouvelles normes en vigueur. Daouda, au fil de ses déplacements, joue aux gendarmes. Bonsoir. C'est quoi t'as ramassé dedans là? Faut remettre dedans. Faut ramasser, tu as remettre dedans. Faut enlever vite. Mon ami, je t'ai dit d'enlever ce que tu as mis dedans là. Ce coffre-là ne prend pas de déchets verts. Les déchets verts, on les traite autrement. Faut que tu es là même, descends. Au moins, tu veux qu'il prenne ton truc là. Qu'est-ce qui se passe? On vient de tomber sur un cas. Ce sont des propriétaires privés. Ils vont quelque part, ils vont ramasser ça avec de l'argent et ils viennent remplir les coffres. Dans le DSMA, c'est bien, comment on appelle, les marchés sont bien spécifiques. Eco Ebuni s'occupe spécifiquement des déchets ménagers. Ouais. Ça, on appelle ça déchets verts. Et il y a une autre entreprise qui s'occupe de ça, on l'appelle Moya. Généralement, tu ne vois pas que les déchets verts, on les laisse en bordure de voie. Parce qu'il y a une équipe spéciale qui se promène pour prendre les déchets verts. Donc quand tu as un cas de déchets verts comme ça, quand on te dit ne mets pas ici, il aurait souhaité que tu me poses plutôt la question. Si je ne mets pas dans le coffre, je vais mettre ça où? Désormais là, si ce genre de cas arrive là, comment vous voulez? Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça on s'exprime. Non, désormais. Voilà. Quand tu as ce genre de cas d'ordures là, tu nous signales. Vraiment, c'est les déchets verts, il ne peut pas envoyer au coffre. Parce que pour les raisons que vous savez, d'accord? Donc tu fais bien de nous signaler. Laisse ces déchets verts là. Nous, on enregistre où c'est fait. Et puis pendant que le véhicule des déchets verts, chaque jour, matin comme le soir, il y a un véhicule de déchets verts dans la commune. Dit que l'État attend de prendre des mesures pour ne pas que vous, qui avez des chariots, vous puissiez faire des précollectes. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Qu'on peut vous arrêter par exemple? Contrairement, moi je suis conscient de ça, qu'il est en train de prendre des mesures. Mais l'État, avant de prendre des mesures, l'État doit nous mettre dans les conditions qui sont agréables. Et puis l'État nous dit maintenant, voilà, comme ça. Et puis là maintenant, on peut dire à l'État, oui, ok, on a compris. Mais on est dans le billet, dans l'anonymie. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas qui vient pas, qui vient pas. Donc, je vais m'asseoir des jours au lendemain comme ça et puis ça va quitter du ciel pour venir tomber sur ma tête. Il faudrait que moi je me bats avant que le Dieu m'aide. Tout d'un coup, subitement, il y a un autre groupe encore qui vient d'arriver. Nous, on va faire la collecte et ils vont passer là où nous on fait la collecte et passer les encaisses et puis par mois ils vont me payer 60 000 francs. Imagine pour un homme qui gagne au moins 200 000, 300 000 dans le mois, qui paie sa maison, donc, qui a une famille. Attendez, quand vous ramassez les ordures, vous avez combien par mois? Vous gagnez combien par mois? Au moins 200 000. 200 000 francs par mois. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on vous propose maintenant? Maintenant, on vient, on nous dit. Qui vous dit? Les structures qui viennent, on nous dit que nous allons travailler avec eux. Eux, ils vont nous payer 60 000 francs dans le mois. Quand tu vas lui donner 60 000 francs, il va payer maison, il va manger. Sa famille, 60 000 francs va lui suffire comment? Ça fait combien de temps que vous faites ce travail? Moi, depuis 2010, moi, je suis dedans. Donc ça veut dire 9 ans. Oui. Difficile de faire entendre raison à ces acteurs informels du secteur. Ce jour, Daouda et Maniou ont tenté de sensibiliser une dizaine de jeunes aux nouvelles lois en vigueur.
En Côte d'Ivoire, une dizaine d'opérateurs privés assurent la collecte des déchets. Ces entreprises ont pour mission le nettoiement des communes et pour responsabilité, le balayage des voies, le curage des caniveaux et le désherbage, ainsi que la collecte, le tri et le transport des déchets vers des centres d'enfouissement technique. Ibrahim, vous allez faire premier pont, ok, avec la 414, ok. Donc ce matin-là, vous avez votre itinéraire, on vous a bien expliqué. Vous allez laisser Andokwa, ok, vous laissez Andokwa. Vous commencez par les 3 bacs à la montée du, voilà, sable, comment on appelle ça même, jusqu'à Gandhi. Gandhi, vous piquez camp militaire, mais petit toit rouge. 7 h du matin, centre de transfert d'Ekoé Burni de Yopougon. Les équipes de balayage des voies et de collecte de déchets prennent leur service. Youssouf Traoré est leur superviseur. Moi, je jette un coup d'œil un peu partout. J'ai le regard à gauche et ensuite à droite pour voir un peu le niveau, les ordures, voir si tout est propre. Moi, je dois voir les bacs bien alignés, bien soignés, comme vous le voyez. Est-ce que c'est bien aligné? Oui, oui, là c'est bien. Là c'est bon. On a une agent qui est en train de balayer, je vérifie est-ce qu'elle est bien habillée, est-ce qu'elle a les accoutrements adéquats. Par exemple, elle, je constate qu'au lieu de porter ses chaussures normalement, je l'interpelle, je cherche à comprendre. Voilà. Madame, venez. Pourquoi vous n'avez pas bien porté vos chaussures? Ça me blesse. Tous mes pieds là, c'est devenu enflé. Tout quand l'hôtel me veut quitter. Vous avez signalé à vos superviseurs. Mais pourquoi? Vous devez signaler à vos superviseurs. Hein? Il y a l'infirmerie qui est là, on a l'hôpital qui est là. Il y a les médecins adéquats pour vous. Hein? C'est pas normal. Vous devez porter la chaussure correctement. Si vous êtes blessé, vous appelez votre superviseur pour lui dire. Ok? Donnez-moi vos noms. C'est quel nom? Qui est votre superviseur? C'est Mariam. Mariam, ok. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qui risque l'ADEME? L'ADEME, on va chercher à comprendre. Est-ce qu'il faut vérifier d'abord l'information parce que ce qui n'est pas évident, est-ce que c'est vrai ou faux? Il faut vérifier l'information qu'elle vient de nous donner. Donc moi, je vais appeler sa responsable et signaler ce cas-là pour qu'elle vienne s'enquérir des nouvelles. Si réellement elle est malade, ils vont chercher à la remplacer. Envoyer une autre personne pour la remplacer. Cette société gère 8 communes d'Abidjan. 243 véhicules et 2000 agents de terrain sillonnent 24 heures sur 24 ces communes. Comment ça va? Les bacs là, vous n'avez pas bien placé ce bac là. Hein? Bac là? Oui. Il n'y a pas fumé là. Oui. C'est un peu comme ça, on doit filer de nous. Oui, mais quand c'est comme ça, il faut le pousser pour l'envoyer au fond. Le pousser là, quand on vient de non, mais vous poussez, il faut pousser un peu. Parce que c'est un peu venir sur la route, c'est pas bon. Il ne faut pas obstruer la voie. Oui, il faut pousser encore, il faut pousser. Voilà. Ok. Oui, c'est bon. Donc, vous enlevez les autres sachets qui sont en bas. Ok. Voilà. Donc, en fait, là, il le place comme ça pour pouvoir lever facilement. Donc, votre rôle, c'est d'assurer que tout est bien fait. Et tout à là, fait. quel est le constat? On constate qu'il y a des bacs, que la population, malheureusement, nous endommage souvent certains bacs. Et ça fait partie de vos difficultés que vous rencontrez ici? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, une personne qui s'est fâchée, qui a commencé à renverser les bacs. Tout simplement parce que bon, il était un peu sous l'effet de l'alcool. Voilà. Bon, ce genre de personnes-là, ce qu'on fait, on cherche à le calmer. Et puis bon, si ça ne va pas, on le conduit au commissariat. Ces agents travaillent environ 10 heures par jour pour ramasser les poubelles. Et si ce superviseur contrôle d'aussi près ses équipes, c'est qu'un ramassage mal fait pourrait causer de sérieux problèmes à son employeur. La société pourrait en effet écoper d'amendes, voire même perdre son agrément. Siège de l'ANAGED. Chaque semaine, une réunion de coordination a lieu. Autour de la table, les agents de l'ANAGED, du BNET et les opérateurs privés. Objectif, recadrer les sociétés qui ne respectent pas toujours leurs obligations. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de traiter les grandes voies. Il faut rentrer dans les quartiers
Et le constat, c'est-à-dire il a fallu que moi, j'aille ici, dans la commune, faire le tour pour comprendre que toute la zone n'était pas traitée. Et ça, c'est la semaine qui est passée. C'est pas bon. On arrive depuis, c'est-à-dire quand tu rentres, tu prends la voie, comment on appelle, ici les transferts de bonnes ressources. Ce jour, on a découvert plus de 15 dépôts. Sur la voie, plus de 15 dépôts. Donc, que toute la zone par derrière n'est pas traitée. Pour pallier à ce problème-là, on a essayé de choses par rapport au point 2 de la convention, c'est de reprendre les opérateurs de ces comptes qui vont opérer dans la zone, hein, qui sont en train de se mettre en place en ce moment, et ils vont pouvoir ratisser et rentrer dans les ruelles avec les tricycles que vous avez définis et pouvoir ressortir les choses. Tous les opérateurs présents en prennent pour leur grade. On passe à la commune de Beaunois où jusque-là vous n'arrivez pas à maîtriser le site de Samo Marché. Ça fait un mois, à chaque moment on constate la présence d'ordures au pied du coffre. C'est la dernière semaine où nous sommes en train de vous interpeller. Il va falloir prendre des dispositions pour éviter que la semaine qui débute aujourd'hui, jusqu'à la prochaine réunion, qu'on constate ces gens d'ordures, le site dans cet état. Mais tous vos sites sont sales comme ça? Non, c'est pas tous les sites, c'est seulement. Tout ce qu'on voit juste là, ça va pas. Hein. C'est 3 sites qui ont montré comme ça. À l'issue de cette réunion, les opérateurs ont une semaine pour corriger le tir et assainir leur zone, sans quoi ils seront sanctionnés. L'ANAGED dispose d'un service réclamation. Carole reçoit par jour une dizaine de plaintes. Des citoyens agacés par l'insalubrité de leur quartier. Vous êtes dans quelle zone? Le nom de votre commune? D'accord, madame, je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait. Là, en ce moment, il y a des ordures là-bas. Ce qu'on va faire, j'ai déjà pris votre nom, je vais prendre le point précis de la localisation et je vais faire remonter l'information pour qu'on puisse trouver une solution au ramassage d'ordures. Calmez-vous, ne soyez pas en colère, vous avez parfaitement raison. Merci de votre appel, madame. Pardon? C'est qui au téléphone? Une plaignante qui nous a appelé pour sa réclamation, un cas de ramassage d'ordures qui n'était pas vraiment contente, pas du tout. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis du temps au téléphone à parler avec elle, mais on va trouver une solution à cela. Elle dit quoi exactement? Elle a dit qu'il y a un dépôt d'ordures devant chez elle, voilà, et qu'elle aimerait vraiment que ce soit résolu, que ce soit enlevé. Ces plaintes seraient traitées en 48 heures maximum. Et pour répondre à la demande, l'ANAGED s'appuie sur ses partenaires privés. Cette équipe ne traite que les plaintes de la population, en moyenne une trentaine par jour. Guy et Nibé travaillent dans cette société depuis 4 mois. Il y a une plainte ici? Oui, il y a une plainte ici. Qui c'est plainte? C'est quelle plainte? Bon, il y a un monsieur qui est ici, hein. C'est lui qui a appelé. Il a dit quoi? Il y a oui, ça fait 2 à 3 jours que les gens ne viennent pas traiter la cité. C'est pour cela que nous, on nous a appelés. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez appelé? Oui, c'est moi. Aujourd'hui. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je tenais le point, c'est sale. Donc ça, je l'ai appelé, vraiment pardonner, je l'ai enlevé les ordures. Ça fait combien de temps les déchets ont duré? Le déchet là, ça a pris une semaine, ça n'a pas arrivé une semaine, ça a pris une semaine. Une semaine. Voilà. Tu sais, le manger dessus. Si ça fait aujourd'hui ou demain, 3 jours, tu vois que ça fait 1 an, ça sent. Donc ça, ils sont venus aujourd'hui, c'est vraiment ça. Quand ils sont venus, les boss aussi sont contents. Maman, je suis content aussi. Tu vois, non? Voilà, vraiment, c'est devenu propre, vraiment, c'est bon. Qu'est-ce qui est plus difficile dans ce travail que vous faites? Ce qui est difficile, c'est quand les déchets sont en train que nous ramassons, c'est ça qui nous pénalise un peu. Quand c'est versé par terre, ce n'est pas dans les châssis. Lorsqu'on attache, on vient, on est obligé de ramasser un accueil rassemblé, mettre dans le bac et puis jeter dedans. Et vous arrivez souvent où les populations laissent les déchets par terre, versent par terre. Oui. C'est ce qui vous fatigue. Oui. Mais vous êtes obligé de ramasser quand même. Oui, nous sommes obligés de ramasser. Vous travaillez beaucoup la main, ça peut vous porter les gants? Il faut travailler à la main parce que les déchets, nous devons prendre à la main pour jeter dans le coffre. Mais est-ce qu'il y a des risques de contamination? Est-ce que lorsque vous finissez, il y a des produits que vous prenez? Oui, oui. Il y a des produits que nous prenons pour laver nous, mais lorsqu'on finit de travailler.
Les éboueurs sont rémunérés 100 000 francs CFA par mois pour 8 heures de travail par jour. Pour faire appliquer les règles de salubrité dans la ville, l'ANAGED dispose d'une brigade. Mesure de la brigade, ça m'a commandement. Repos! Repos! Garde à vous! Repos! Ce matin, nous allons traiter les plaintes qui nous ont été transmises par l'ANAGED. Là, c'est des instructions que nous avons reçues de Madame le DG pour pouvoir déguerpir les femmes qui sont installées sur le trottoir. Et après le marché de Andokwa, nous allons aller à Yopougon, Jesco Corridor, où le terre presque est occupé par les vendeuses et les vendeurs. Et elles ont été aussi plusieurs fois déguerpies, alors elles reviennent. Alors, ce qu'on appelle un peu des récalcitrants et des récidives. Donc là encore, on va pour les réprimer. Et là, quand on va, vous les réprimez, vous saisissez tout ce que vous trouvez sur le domaine public et vous vous rendez compte à la hiérarchie. Une centaine d'agents composés de policiers, de gendarmes et de civils sont affectés à cette brigade. Ce jour, ils ont pour mission de faire régner l'ordre dans un quartier de Yopougon. Prenez ça! Les gars, soyez rapides, soyez rapides! Faites venir le marteau là! Le marteau, cassez-moi ça là! Le marteau! Leur mission, faire en sorte que les commerçants de rue ne s'installent plus sur les voies publiques et surtout sur les caniveaux. C'est des fourreaux, mais c'est pas grave, cassez les tables là! Cassez les tables! Laquelle c'est passé? C'est votre première non, mais ça fait plusieurs fois que nous venons. On les dégage. Chaque semaine, on peut faire cela une ou deux fois. Libérez la voie là. Quittez là, allez, dégagez. Si ces agents détruisent tout, c'est que la présence d'étals sur les caniveaux pollue et de multiples déchets encombrent les canalisations. Les assiettes, les cuvettes dans lesquelles on fait la vaisselle sur le caniveau. Enlevez tout ça là, c'est même pas propre, c'est même pas normal. La nourriture, et puis ça y est, le caniveau là n'est pas propre. Vous lavez les assiettes dedans et puis vous allez servir aux gens. Voilà. Ce qu'on fait là, c'est ce qui est normal qu'on fait. Conséquence de cette multitude de déchets, les évacuations sont bouchées et polluent le quartier. Mais difficile de faire entendre raison à ces vendeuses. Ce qui se passe là, mon frère, il n'y a pas de travail. C'est dans le corridor là. Non, pour avoir pour nous. Depuis lors, c'est pas aujourd'hui. S'il y a autre point, mieux qu'un corridor pour nous donner de l'argent, est-ce qu'on va venir se fatiguer au corridor? Tu n'es pas fier de s'asseoir dans un bureau pour qu'un votre le soupe comme ça, bien clime le soupe comme ça. Les commerçants sont dans l'incompréhension. Pourtant, les déchets jetés à terre et produits par leurs ventes anarchiques créent beaucoup de pollution. Alors, sans prise de conscience de la population et des multiples vendeurs, difficile de combattre l'insalubrité. La nuit, les ordures ménagères sont transportées par les différentes sociétés privées au centre d'enfouissement de Kossuouin. Dans le secteur de la gestion des déchets, l'activité fonctionne 24 heures sur 24. Par jour comme ça, vous pouvez faire combien de voyages? Bon, 4 à 5 voyages. Ça contient combien de tonnes d'ordures? Maximum 16 tonnes. 16 tonnes. Voilà. Pourquoi le travail se fait souvent la nuit? Souvent à cause de l'odeur, pour ne pas trop gêner la population, quoi. À cause de l'odeur, c'est ce qui fait que bon, même dans la journée, quand on charge comme ça, il faut bien couvrir pour ne pas que l'odeur fatigue la population. Voilà. Plus de 200 camions viennent déverser leurs déchets dans ce centre. C'est ici, loin de toute civilisation, que les ordures ménagères sont écrasées et compactées pour faciliter leur décomposition. Par jour, c'est combien de tonnes de déchets? La moyenne, c'est 3800 tonnes par jour. La qualité de déchets à Côte d'Ivoire, c'est un peu différent de la qualité de déchets à l'Europe et à l'Amérique.
Mais ici, quelle est Pourquoi? la qualité ici? Parce qu'ici, la qualité, il a beaucoup de quantité organique. C'est pourquoi? Parce qu'il a déjà sur place un système informel de tri, qu'il y a des personnes qui prennent les petites bouteilles de l'eau, des petites bouteilles plastiques pour vendre. Il y a des personnes qui s'occupent de ramasser les cartons. Tout ça n'arrive pas ici. Ici arrivent les ordures qui sont organiques. La banane, le mandioc, tout ça arrive ici. Et comme la nourriture des personnes de la Côte d'Ivoire, c'est une nourriture avec beaucoup d'organique, les déchets sont trop organiques. C'est ça les différences, la qualité. La finalité de tous ces déchets que vous collectez, c'est pour faire quoi? Ça, c'est pour faire l'enfouissement, on fait le contrôle, on dépose, on fait le contrôle, on fait le compactage, on dépose le géomembrane. Après, on dépose un autre phase géotextile, on dépose 1,5 mètre de terrain. Après, on met des gazons, tout ça, les arbres, sous cette quantité de déchets. Ça sera un parc vert, ça sera un jardin. Mais cette zone-là, ce village-là sera totalement différent d'ici à 20 ans. Ce centre s'étend sur une centaine d'hectares. Il est géré par une entreprise portugaise, une spécialiste en la matière, présente en Europe. Elle aurait fait ses preuves en matière de gestion des déchets. Ici, on est où? On est où? Ici, c'est le 12e casier que nous sommes en train de construire. Et le 3e, ce n'est pas encore en construction. Donc, ce casier, ça va faire quoi? Cette casier fait 1 million de tonnes. C'est fait 1 million de mètres cubes. 1 million de mètres cubes, plus ou moins. 1 million de tonnes, 1 million de mètres, 1 million et 200 000. Et le 12e là, que nous sommes en train de finir. Pour traiter l'eau qui sort des déchets, cette entreprise utilise un système de filtrage qui permet de séparer l'eau propre de l'eau sale. Ils appellent cela l'osmose inverse. La Côte d'Ivoire est le seul pays d'Afrique de l'Ouest à utiliser cette technologie. Ici, c'est quoi? C'est la technologie? Ici, c'est la technologie d'osmose inverse. L'eau des eaux douces, l'eau sale, ça entre pour ici, pour cette cisterne-là. Après, ça se pompe, ça passe pour le filtre, ça passe pour ici, pour le filtre. Il a filtre de sable, il a tout ça. Après, il passe pour ce système-là, pour ce côté-là, ce système-là, avec une pompe, avec beaucoup de force. C'est cette pompe-là, avec la pression, avec la différence de pression, ça c'est le système d'osmose inverse. Il a une différence de pression entre de l'eau, il a une membrane à l'intérieur. Avec cette différence, l'eau propre va pour un côté, l'eau sale pour l'autre côté. Et voici le résultat final. Cette eau n'est pas potable, mais elle ne contient aucun produit toxique et ne pollue donc pas l'environnement. Ça, c'est de l'eau qui sort. Après le traitement, l'eau sort comme ça. D'accord. Donc ça, c'est l'eau finale qui sort. C'est l'eau de déchets après traitement qui donne cette eau-là. Oui. Ok. Est-ce que c'est l'eau qui est buvable? C'est pas l'eau pour boire, c'est l'eau pour des services. Notre réseau interne de l'eau d'incendie, l'eau de service, ça, c'est cette eau-là. On utilise aussi pour la verrou, pour le jardin, pour le réseau. Il a un réseau, il a un système qui pompe cette eau-là. Donc ici, après traitement, l'eau là va où? Où vous étiez où? Là, va pour le fleuve, le milieu naturel. D'ici 7 ans, ce centre pourrait traiter 11 500 000 tonnes de déchets. La Naged semble avoir trouvé une solution à la problématique du traitement de déchets. Toutefois, la population doit également faire sa part et combattre l'insalubrité en ne jetant plus n'importe où ses bouteilles, ses sachets en plastique, afin de permettre aux générations futures de grandir dans un univers plus sain. Bonsoir. Nous venons de suivre les équipes et les entreprises qui luttent au quotidien contre l'insalubrité. Je suis en compagnie de Saran Ouattara, directeur général de l'Agence nationale de gestion des déchets, la Naged. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Poix. Madame, il nous a été difficile, il faut l'avouer, d'obtenir des informations clés pour réaliser cette émission. Par exemple, beaucoup de chiffres sur les montants qui interviennent dans la lutte contre l'insalubrité, etc., etc. Nous espérons simplement qu'à travers cet échange, nous allons avoir le maximum d'informations pour éclairer nos concitoyens.
J'essaierai de vous les donner. Alors tout de suite, ma première interrogation, c'est de savoir quels sont les moyens dont vous disposez pour vos missions, Madame le Directeur Général. Ce secteur connaît beaucoup de difficultés financières parce qu'il est fortement dépendant du budget de l'État, n'est-ce pas, à travers notamment ce que nous appelons les recettes affectées, donc une partie des impôts fonciers donc, qui est reversée au titre donc, de la salubrité. Et vous savez que toutes ces recettes sont centralisées donc, au niveau du Trésor, donc dans la cagnotte commune. Et après, il est assez difficile de pouvoir donc, les mobiliser pour les canaliser vers les structures bénéficiaires. Madame le Directeur Général, parlons de la taxe rémunératoire d'enlèvement des ordures ménagères. Cette taxe qui est prélevée au travers de la facture d'électricité. À quoi sert-elle véritablement? Effectivement, comme son nom l'indique, sert à financer une partie donc, des dépenses afférentes à l'enlèvement des ordures ménagères. En réalité, cette taxe ne représente qu'une infime partie, n'est-ce pas, des ressources dont nous avons besoin. Le montant annuel qui est mobilisé au titre de cette facture n'excède pas 3 milliards. N'est-ce pas? Et ces 3 milliards ne correspondent même pas à un mois de règlement de prestation des ordures ménagères. Donc vous voyez bien qu'il représente une goutte vraiment dans un océan. Et cet océan-là représente combien? Vous estimez aujourd'hui les moyens pour véritablement être efficace à combien? Mais rien qu'au niveau d'Abidjan, vous avez pu constater depuis quelques mois que dans le cadre de la réforme que le gouvernement a entrepris au niveau donc du district d'Abidjan, avec le recrutement de nouveaux opérateurs, etc. Voilà. C'est une réforme qui, ne serait-ce qu'à ce niveau, coûte à l'État de Côte d'Ivoire au moins 40 milliards. 40 milliards l'année. Et ça, je vous dis, c'est pour le district d'Abidjan, ouais. N'est-ce pas? Donc, on a quelques villes à l'intérieur du pays qui disposent d'opérateurs, comme à Abidjan, n'est-ce pas? Et quand on ajoute donc le coût de ces prestations à l'intérieur du pays à celle d'Abidjan, nous sommes facilement à 55 voire 60 milliards. 60 milliards. Donc vous comprenez bien que 3 milliards sur 60 milliards, on est vraiment loin du compte. Je vous ai entendu dire, à travers une intervention dans la presse, que la compagnie ivoirienne d'électricité ne jouait pas totalement son rôle, qui était de reverser cet argent. Est-ce que c'est toujours le cas ou les choses ont évolué de votre point de vue? Ça a été le cas pendant longtemps. Et il faut dire qu'à la faveur d'un comité donc, qui a été mis en place par la primature pour justement amener un peu toutes les parties prenantes, donc y compris la CIE, la DGI, toutes les parties prenantes donc, à vraiment travailler ensemble pour lever les obstacles, n'est-ce pas, et à optimiser les niches de ressources. Nous avons quand même eu de bons résultats. On a eu de bons résultats et avec la CIE, les choses se passent mieux, n'est-ce pas? On arrive à tracer mieux toutes ces ressources-là qui, en fait, étaient, je dirais, assez virtuelles. Il existe un fonds de financement des activités de salubrité urbaine. Alors, ce fonds a été dissous. Il a été dissous. Il a été dissous en même temps que la Nature. Dans le cadre de la réforme globale d'ailleurs du secteur, donc le gouvernement a décidé de la dissolution de ces deux structures et de la création en lieu et place de ces deux structures de l'Agence nationale de gestion des déchets qu'est la NAGED. D'accord. Donc la question du financement est du coup logée au sein de la NAGED. Elle est reversée, voilà, elle a été reversée donc au niveau de la NAGED. Parlons de ce récent programme, donc cet appel d'offres qui a permis de choisir 2 opérateurs. Quelles ont été les conditions de cet appel d'offres, de votre point de vue? Est-ce qu'elles répondent justement
aux règles en la matière. Les conditions qui ont guidé au lancement de cet appel d'offres, c'était des conditions de qualité. Le président de la République et le gouvernement ont estimé que la Côte d'Ivoire, et d'abord Abidjan, qui est quand même la vitrine de la Côte d'Ivoire, mérite, n'est-ce pas, d'avoir des prestations de qualité en matière de salubrité. Donc, qui dit prestation de qualité dit forcément de nouvelles prestations, de nouvelles façons de faire, n'est-ce pas, et de nouveaux engins pour effectuer ces prestations. On sait que dans le domaine de la salubrité, il existe de petites entreprises ivoiriennes. Il y a un maillage important d'entreprises ivoiriennes qui auraient pu prétendre à exécuter ce type de concession. Alors, elles n'avaient pas les moyens. C'était quoi la critique sur les entreprises nationales? Ça a été un appel d'offres international ouvert. Les entreprises ivoiriennes auraient pu... Ouvert à tout le monde. Aux entreprises aussi bien étrangères qu'ivoiriennes. Et des entreprises ivoiriennes ont d'ailleurs soumissionné. Elles n'ont peut-être pas été retenues parce qu'effectivement, les critères de sélection ont été vraiment revus à la hausse. Mais il n'empêche que nous avons quand même parmi les opérateurs qui exercent actuellement, donc qui ont été retenus, nous avons un opérateur qui exerce avec des locaux. C'est un consortium. C'est un consortium, exactement, avec des locaux. Donc c'est pour dire que c'est un appel d'offres qui est tout à fait, qui visait tout le monde. Alors, sur cet appel d'offres aujourd'hui, quel bilan vous faites de leur action? Les opérations ont commencé en fait depuis le 2 novembre, et 2 novembre donc 2018, et elles ont été effectuées de façon graduelle. Donc les opérateurs se sont déployés progressivement. Donc depuis le 15 décembre 2018, tout le district d'Abidjan, l'intégralité du district d'Abidjan donc est couvert par ces nouveaux opérateurs. Donc ça fait, nous sommes à 5 mois d'opération. Est-ce que c'est trop tôt pour en tirer un bilan ou écoutez, c'est un peu tôt quand même pour en tirer un bilan, mais déjà ce qui est perceptible, c'est que la ville, le district en tout cas, présente un visage beaucoup plus propre, beaucoup plus net, n'est-ce pas, qu'il ne l'était. Et il est clair qu'il y a encore des réglages à faire en interne, ce que nous nous attelons à faire au quotidien. Comment vous poussez ces structures-là à respecter l'ensemble du cahier des charges? Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre? Nous avons tout un dispositif de contrôle, n'est-ce pas, qui est en place et qui se déploie sur le terrain. Et toutes les communes, tous les lots, n'est-ce pas, où les opérateurs interviennent sont quadrillés, ils font l'objet d'un maillage, donc par nos services de contrôle, à l'AGED, mais également par le BENEX, n'est-ce pas, par le BENEX, pour que nous puissions avoir le maximum donc d'objectivité, n'est-ce pas, et de technicité dans nos interventions. Il reste encore beaucoup de difficultés entre les petits précollecteurs, les collecteurs, les grands, ceux qui ont les camions. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre un peu d'ordre dans tout ça? Nous, ce que nous avons décidé de faire, c'est de quand même maintenir ce métier, mais qu'il soit en sous-traitance, comme je vous ai dit tout à l'heure, en sous-traitance avec les opérateurs. Est-ce que les opérateurs comprennent cette exigence-là de la part de l'État que vous êtes? Mais bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Nous travaillons encore à affiner les choses parce qu'évidemment, vous avez toujours dans ce genre de négociations certains qui ne veulent pas adhérer au mouvement de groupe. Donc voilà, c'est pour tout ça que je parle de réglage interne, mais la majorité donc, de ces associations de précollecteurs travaillent sous le couvert donc, des opérateurs locaux qui, eux, donc, sont en sous-traitance avec les premiers opérateurs. Donc, si vous voulez, il s'agit d'une sous-traitance à un deuxième niveau. Un deuxième niveau. Voilà. Donc, on va revenir un peu à la décharge d'Akwedo. Cette décharge est fermée, ou en tout cas, elle est en cours d'être fermée définitivement. Cette fermeture était-elle inévitable? Elle était nécessaire, indispensable depuis de longues années déjà. Pour la bonne et simple raison que la décharge a été créée en 1965, donc elle a quand même plus de 50 ans. Ensuite, elle a été rattrapée par l'urbanisation galopante. Donc, elle s'est retrouvée au milieu de la ville, en définitive, avec toutes les nuisances que cela comporte. Et puis, c'est une décharge
qui était en fait une décharge sauvage, donc qui ne répondait à aucune norme environnementale, sanitaire, rien du tout. Alors, elle ne répondait pas à un certain nombre de normes que vous-même vous dénoncez. Oui. Comment se met en œuvre cette fermeture? Les riverains, l'ensemble justement des acteurs, évidemment sociaux et locaux qui sont autour, se posent beaucoup de questions sur le traitement de la fermeture d'Akoedo. Qu'est-ce qui est mis en œuvre véritablement? La décharge a fermé officiellement à la fin décembre 2018. Et depuis lors, donc, il y a une entreprise qui travaille pour sa réhabilitation. Donc d'abord, il faudra donc dépolluer tous ces sites-là et puis procéder donc à la réhabilitation de la décharge. Donc c'est ce à quoi s'emploie donc cette entreprise. Akoedo étant fermé, oui. Nous avons un nouveau site d'enfouissement, le centre d'enfouissement de Kosiouin. Alors, quelle est, on va dire, la nouveauté qu'apporte ce centre dans la gestion des ordures ménagères ou des ordures solides en Côte d'Ivoire? Il fonctionne par ce qu'on appelle à travers des casiers. D'accord? Des casiers, donc ce sont des alvéoles. Ce sont des alvéoles qui sont creusés et dans la terre, donc de grands trous. Hein. Et ces alvéoles sont protégées. Elles sont protégées par beaucoup de matières, n'est-ce pas? Notamment la géomembrane, donc des matières qui permettent donc d'imperméabiliser le sol et d'empêcher donc le lixivia. Ouais. Le lixivia, qui va souiller la nappe phréatique qui s'écoule des déchets, n'est-ce pas, et qui peut donc souiller la nappe phréatique. Il est bon également de dire que c'est un centre dont la localisation n'a pas été choisie au hasard. C'est un centre qui a fait l'objet de toutes les études d'impact environnemental et social. Ça, c'est très, très, très important. Le centre, il est géré comment? Comment ça se passe? C'est vous qui êtes en première ligne? C'est un opérateur? Alors, quel est le modèle qui a été choisi pour la gestion de ce centre? Merci. Alors, pour ce centre de Kosiouin, on a donc l'opérateur qui a conçu et qui a réalisé le centre et qui l'opère, d'accord, qui assure donc son opéralisation au quotidien. D'accord. Et il a assisté de l'ANAGED, il a assisté du BNET, il a assisté également de membres de cabinets internationaux, n'est-ce pas, que nous nous sommes attachés, que le gouvernement s'est attaché pour quand même regarder. Nous sommes au premier mois, n'est-ce pas, de l'exploitation. Donc, on a quand même pris le soin de s'attacher les services d'experts en la matière qui vont donc suivre l'exploitation de ce centre pendant une durée d'1 an à 18 mois pour être sûr que le centre est exploité vraiment comme il doit l'être pour éviter tout souci environnemental. Parlons de votre déploiement sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, parce que là on est vraiment centré sur Abidjan, mais c'est sur toute la Côte d'Ivoire. Quels sont les autres modèles en cours dans les autres grandes villes du pays? Là-bas aussi, il faut des modèles de traitement des déchets, de centres d'enfouissement, centrales pour brûler les déchets. Qu'est-ce qui est prévu pour les autres grandes villes de ce pays? Nous avons déjà des opérateurs, au niveau de Boaké, au niveau de San Pedro, de Korogo et puis de Yamoussoukro. Donc nous avons des opérateurs qui exercent depuis quelques années. Et des opérateurs que vous allez continuer de maintenir, parce qu'il n'y aura pas de changement. Ah non, il n'y a pas de... D'accord. Non. Et à côté donc de ces villes, nous avons dans notre plan d'expansion l'intention de nous installer encore, d'amener des opérateurs dans 2 ou 3 villes de l'intérieur. Ceci se fera d'ici l'année prochaine, 2020. Quels sont les enjeux et les perspectives de votre institution? Les perspectives, c'est d'aller de l'avant, de couvrir, comme vous l'avez dit, toute la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire ne se limite pas au district d'Abidjan. Nous sommes attaqués d'abord au district d'Abidjan, parce que c'était la vitrine, l'Abidjan est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Cela dit, nous avons encore toute la Côte d'Ivoire pour laquelle donc, nous devons travailler.
mettre en place donc, des systèmes de gestion de salubrité, ce à quoi nous attelons et nous continuerons de nous atteler. En tout cas, c'est notre prochain challenge, notre prochain défi. Madame Saran Ouattara, vous êtes directeur général de l'Agence nationale de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions de nous avoir accordé cet échange. Nous vous remercions surtout de nous avoir éclairé sur les missions et le fonctionnement de votre institution. Merci beaucoup. Je remercie l'ensemble des équipes de Soprod et de RTI1 qui m'ont accompagné dans la préparation et la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un document exceptionnel et inédit qui va être consacré à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, une immersion au cœur d'une spécificité ivoirienne en Afrique de l'Ouest. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur RTI1.